dynamique du secteur des postes et des communications électroniques vu courant 2011 par l'ARCEP. C'est un rapport qui a été présenté ce matin au Premier ministre. Il ressort les performances du secteur, mais aussi ses dysfonctionnements et des insuffisances. Les bailleurs de fonds examinent la nouvelle stratégie nationale de microfinance et le plan d'action qui l'accompagne. Ils présentent un besoin de financement de 14 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers sont invités à délier le cordon de la bourse. Un rapport accablant pour la Syrie. Il fait état de crimes de guerre et de violations des droits humains dont se serait rendu coupable Damas dans sa guerre contre les rebelles. C'est un rapport de la Commission de l'ONU sur la Syrie. Voici les titres du 20h. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Tout heureux que je suis de vous retrouver pour une semaine d'actualité. Tout d'abord, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente son rapport 2011 au Premier ministre, une revue d'une année d'activité des postes, de l'Internet et de la téléphonie mobile à travers les performances et les insuffisances du secteur des TIC et des postes. Mathurin Bako et son équipe ont consigné dans ce rapport ce qui va dans le domaine, mais aussi ce qui mérite d'être corrigé ou renforcé. Reportage Tanga Kafando. Ce rapport est un document qui synthétise les activités menées au cours de l'année 2011 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Des activités qui s'articulent autour du Conseil de régulation, du domaine de régulation, du domaine juridique, de la gestion du spectre radioélectrique et de la numérotation. Nous avons rendu compte des activités que nous avons eues en 2011. Nous avons souligné à son Excellence qu'il y a des textes réglementaires qui nous manquent. Ces textes ont été soumis à l'appréciation du gouvernement et nous souhaitons qu'ils soient adoptés le plus rapidement possible pour nous permettre d'étendre notre action sur tous les secteurs régulés. La remise de ce rapport au Premier ministre est une tradition sacrifiée conformément aux dispositions légales et réglementaires et Luc Adolphe Thiaw a félicité le Conseil et tout le personnel de l'ARCEP pour le travail abattu. La régulation n'est pas un secteur facile. J'en sais quelque chose pour avoir moi-même été un régulateur. Et quand on est encore dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, c'est encore beaucoup plus complexe. Parce que faisant appel à de nombreux paramètres, ce qui vous oblige vous-même à être constamment au niveau de ces évolutions. Et je constate avec souhait que cela se fait aisément au niveau donc de l'ARCEP. Je ne peux que vous prodiguer tous mes encouragements. Fermeté et flexibilité sont toutes deux des exigences de la régulation, selon le chef du gouvernement, qui a par ailleurs encouragé l'institution à travailler dans ce sens pour mettre à la disposition des citoyens des services de qualité et lui garantir l'accompagnement du gouvernement pour relever le défi. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw qui a passé la journée de dimanche à Zawara, une localité du Sangué difficile d'accès à certaines périodes de l'année. Zawara se retrouve le plus souvent coupé du reste du pays en cas de grosse pluie. L'enclavement n'est pas le seul mal qu'endure cette commune. Zawara accuse un certain retard dans son développement. Le chef du gouvernement a pu apprécier par lui-même les difficultés qui se posent dans cette commune. Le reportage de Urbain Benito Somé et de Arsène Évariste Kabori. Zawara, dans la province du Sangué, est située à environ 170 km de Ouagadougou et à 8 km de la nationale numéro 1. Ce département bénéficie du passage d'un cours d'eau, ce qui est un atout pour son développement. Mais seulement voilà, l'accès à ce département pose d'énormes problèmes, surtout en saison d'hivernage. Tenez, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en a fait l'expérience. Je suis un peu attristé. Je suis un peu attristé de constater qu'un chef-lieu de commune peut être aussi démuni que Zawara. La semaine dernière, j'ai envoyé mes équipes de sécurité pour venir voir. Ils m'ont dit effectivement au retour que, à moins que nous faisons appel aux pompiers, on ne peut pas ou bien vous reporter. J'ai dit je ne vais pas reporter puisque ce sont les gens qui vivent ici. C'est des gens qui vivent là. Pourquoi le chef du gouvernement, lui, ne peut pas venir vivre les conditions de ces personnes-là? Donc je n'ai pas voulu attendre que la pluie passe pour que je vienne. Ce ne serait facile.
Je dis même s'il fallait qu'on nage, mais je ne sais pas nager. Mais c'est pourquoi j'ai demandé effectivement aux sapeurs-pompiers, parce que de mettre à notre disposition une pirogue pour nous permettre de traverser, et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai pu constater moi-même les difficultés. Alors je me suis dit, s'il y a un malade grave, même pour que l'ambulance quitte là-bas pour venir ici, c'est impossible. La personne va mourir. Une femme veut accoucher, il y a un problème, on ne peut pas passer. Donc voilà un village qui est totalement coupé en saison hivernage, et cela vraiment, c'est triste. À cette difficulté majeure, l'on doit ajouter la vétusté des infrastructures que le Premier ministre a visitées dans ce département. Il s'agit entre autres de la préfecture de Zawara qui peut s'écrouler à tout moment vu sa vétusté. De l'école primaire qui non seulement est vétuste, mais manque cruellement de mobilier, 500 tables bancs environ selon l'inspecteur, et du CSPS qui marche tant bien que mal et qui demande à être relooké. Des besoins primaires, le département de Zawara en a besoin. Nous avons visité les services et j'ai eu l'impression que c'est une commune qui est abandonnée. Bien sûr que la communication intégrale, c'est un défi énorme. C'est un défi qui demande l'engagement des populations, mais aussi un engagement fort de l'État. Et ce que nous avons vu ne peut même pas s'appeler vraiment une commune. Nous allons nous pencher sérieusement pour voir comment accompagner la communalisation pour qu'il y ait un minimum d'infrastructures dans les chefs-lieux de communes, qu'il y ait un minimum surtout de routes pour que nous ne vivions pas cette situation. La rencontre entre le Premier ministre et les forces vives du département a été une occasion pour les uns et les autres d'égrener un chapelet de doléances. Une ambulance, des CSPS, un barrage d'irrigation, des points d'eau, de l'électricité et des plateformes multifonctionnelles entre autres. En réponse, le Premier ministre, qui était accompagné du ministre des Infrastructures pour les besoins de la cause, a fait quelques promesses. J'ai dit à la population que je ne pouvais pas prendre séance tenante des engagements. Nous allons examiner, mais je peux considérer que la construction d'un ouvrage sur cette rivière est devenue prioritaire dans cette région du centre-ouest. Et le ministre des Infrastructures, qui a bien voulu m'accompagner, en a pris note. Et nous ferons le maximum pour que cet ouvrage soit réalisé. Et également aussi le désenclavement donc, de la zone. Il faut noter que Luc Adolphe Tiao a, au nom du président du Faso, remis un billet d'avion pour un musulman du département qui ira à la Mecque dans les semaines à venir. Il a aussi remis des ballons et des jets de maillots à l'équipe de Zawara qui va bientôt bénéficier d'un terrain de foot et qui devra prendre part au tournoi que le Premier ministre compte lancer dans la perspective de la célébration de l'indépendance du Burkina. Le 2 décembre prochain, on vote au Burkina pour l'élection des conseillers et des députés. Pour les médias, les principes d'équilibre et de pluralisme sont des vertus cardinales à partager par ces temps de bataille électorale. Aux patrons de presse et aux journalistes, le Conseil supérieur de la communication a dévoilé sa feuille de route pour une bonne couverture de la campagne électorale et du scrutin. Cette année, les médias confessionnels sont concernés par la couverture médiatique des élections. Jacques Lamissa Tarpaga. Le Conseil supérieur de la communication s'accorde avec les médias sur la couverture de la campagne électorale à venir. La particularité des scrutins du 2 décembre prochain exige une plus grande mobilisation de tous. Le CSC prend des dispositions dans ce sens et pour un accès équitable des partis politiques aux médias publics. Il s'agit, premièrement, de 5 minutes pour convaincre, une émission radio et télé, de questions-réponses. Deuxièmement, ce que nous appelons les messages de campagne. Il s'agit de micro-programmes de radio et de télé, d'une durée de 5 minutes également, de messages brefs ou de spots publicitaires élaborés par les partis ou groupes de partis. Troisièmement, ce que nous appellerons les programmes croisés. Il s'agirait d'une émission radio et télé
de débat d'une durée de 30 minutes, regroupant à chaque fois 4 ou 5 partis politiques en lice. Enfin, les pages de la campagne. Il s'agit de la publication dans le quotidien citoyen d'une demi-page et non plus une page entière de messages, une ou deux fois durant la campagne. Les organes de presse privés, eux, ne sont pas tenus par ces obligations. L'autorité de régulation invite plutôt ceux qui s'engageront dans la couverture des élections au respect des règles régissant le métier. L'innovation cette année est que les médias audiovisuels confessionnels peuvent, s'ils le désirent, couvrir les élections. Une décision motivée par le fait que ces élections couplées demandent une plus grande couverture du territoire au regard du nombre de candidats. Cette rencontre était aussi l'occasion d'appeler les hommes de médias à plus de rigueur. Je vous exhorte à beaucoup de professionnalisme et de responsabilité pour un bon déroulement de la couverture médiatique des élections législatives et municipales couplées du 2 décembre 2012. Mon souhait le plus ardent est qu'aucun contentieux ou conflit n'advienne durant ou après les scrutins du fait de l'action des médias. Pour la couverture de la campagne électorale et du scrutin, la presse privée bénéficie d'une subvention de 75 millions. Les organes étatiques seront quant à eux appuyés à hauteur de 150 millions de francs CFA. Le financement de la nouvelle stratégie de microfinance adoptée par le gouvernement va coûter 24 milliards de francs CFA sur la période 2012-2016. De ce budget, il se dégage un besoin de financement de l'ordre de 14 milliards de francs CFA. Des bailleurs de fonds sont appelés à la rescousse pour soutenir le plan d'action pour accompagner le développement du microcrédit qui s'avère très efficace dans la lutte contre la pauvreté. Reportage Drissa Siri. Le 24 janvier 2012, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie nationale de microfinance dotée d'un plan d'action pour la période 2012-2016. La mise en œuvre de ce plan d'action requiert le concours de tous les acteurs intervenant dans le secteur de la microfinance. Dans cette optique, le gouvernement souhaite la participation des partenaires techniques et financiers au financement de cette nouvelle stratégie. D'où l'importance de cette table ronde avec la communauté des bailleurs de fonds. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une partie de la population qui n'est pas accessible financier. Par conséquent, si on veut que le développement concerne tout le monde, si on veut avoir la mobilisation de tout le monde, il faut qu'on fasse en sorte que chaque acteur puisse se mobiliser pour qu'on puisse permettre à l'ensemble de ces populations, de ces personnes qui sont exclues du système classique, d'avoir accès à ce minimum de services financiers. Donc, l'appel que nous lançons, c'est qu'il y ait une convergence, une synergie d'action pour tout justement faire en sorte que, encore une fois, la plupart de nos citoyens puissent avoir accès à ces financiers. Les multiples contributions ont permis d'obtenir un document comme le référentiel unique de toutes les interventions dans le secteur de la microfinance. Le budget du plan d'action est estimé à 24 milliards 472 millions de francs CFA. Le financement acquis s'élève à 9 milliards 824 millions de francs CFA, dégageant un besoin de financement de 14 milliards 638 millions de francs CFA. Chef de file des partenaires techniques et financiers, le Canada s'engage à appuyer la nouvelle stratégie avec une enveloppe de 10 millions de dollars canadiens et exhorte les autres partenaires à se mobiliser autour du nouveau plan. Plusieurs bailleurs de fonds ont déjà mentionné leur désir d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Maintenant, c'est le cas en particulier pour le pays que je représente, le Canada, bien sûr. C'est un secteur de coopération dans lequel nous évoluons ici au Burkina Faso depuis près de 40 ans et nous avons l'intention de poursuivre notre action tant au niveau des systèmes financiers décentralisés que de l'appui aux structures gouvernementales chargées d'en assurer le suivi, le contrôle et la promotion. L'objectif de la stratégie actualisée de microfinance est de favoriser l'accès d'une large proportion de la population à des produits et services financiers diversifiés et adaptés. Le gouvernement mise sur le succès de ce nouveau plan pour atteindre les objectifs de la SCAD.
Dans la même foulée, signalons que demain s'ouvre à Ouagadougou la semaine nationale de la microfinance placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À cette occasion, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la Maison du Peuple de Ouagadougou le mardi donc 18 septembre 2012 à partir de 7h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. L'association Investir en zone franc IZF sensibilise les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques à Bobo-Dioulasso. Ils sont invités à consulter régulièrement le site izf.net qui facilite l'accès aux informations commerciales et milite pour l'insertion de la zone franc aux marchés mondiaux. Toutes les opportunités qui existent au sein de l'Union monétaire ouest-africaine y sont valorisées. Reportage Wigia Rokia Sanou. 5 portails, c'est ce qu'offre le site www.izf.net, un site d'information économique et commerciale mis en place en 1998 à l'intention des opérateurs et chefs d'entreprise de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À travers ce site, l'association Investir en zone franc veut promouvoir les investissements dans ces deux espaces communautaires, renforcer les capacités commerciales des entreprises et surtout faciliter l'insertion des pays de la zone franc dans le commerce mondial. Avec les informations que les opérateurs économiques vont avoir à partir de ce site, ils seront davantage plus enclins à exporter et à faire des partenariats avec d'autres dans les différents pays, à la fois de l'ESAMAC et de l'Union, eux-mêmes de l'Union européenne, d'autres pays comme les États-Unis. Et nous sommes convaincus qu'avec ces informations, les opérateurs économiques peuvent physiquement importer, exporter et même faire le e-commerce. 3 communications permettront donc aux participants de se familiariser avec le site www.izf.net, de connaître les dispositifs d'appui aux entreprises exportatrices et les opportunités de financement de leurs projets. Le souci de la Chambre du commerce, c'est de permettre aux opérateurs économiques d'avoir des entreprises rentables et durables. Il est impossible de faire des affaires sans se faire connaître. Et le meilleur outil, je pense que c'est Internet. Le présent séminaire entre dans le cadre d'une campagne d'information entreprise en 2009 dans les 14 pays de la CEMAC et de l'UEMOA. La rencontre de Bobo-Dioulasso est la deuxième au Burkina Faso après celle de Ouagadougou. À Ouagadougou, on a parlé de formalisation des entreprises pour les permettre d'être plus compétitives. Les meilleures approches en la matière ont été présentées aux acteurs de la maison de l'entreprise et du réseau des caisses populaires du Burkina, Abdoul Rasmane Zongo. Venus du réseau des caisses populaires du Burkina et la maison de l'entreprise, ces participants sont à l'école de la formalisation des entreprises. Cette rencontre initiée par la maison de l'entreprise et les différents partenaires vise à permettre aux gens de régulariser un peu leurs activités de façon à pouvoir reprendre office et ensuite à pouvoir exercer librement leurs activités au niveau du Burkina. L'ignorance, la réticence, la peur, entre autres, sont des difficultés qui entravent la compétitivité des entreprises. Nous avons co-organisé cette rencontre juste pour dire que cette formalisation a des avantages pour nous. Parce que ça va sécuriser le crédit qu'on donne à ces entrepreneurs-là. Vous reconnaîtrez avec moi qu'avec l'informel, c'est difficile effectivement d'évaluer l'activité économique d'un entrepreneur. Au sortir de cette formation étoffée en formalisation des entreprises, les intéressés devraient pouvoir mieux gérer leur domaine d'activité. La saison des pluies tire à sa fin. Du côté du sud-ouest, on se frotte les mains. La campagne présente une physionomie assez bonne par rapport à la campagne 2011-2012. Cependant, à un moment donné, la pluviométrie n'inspirait point confiance, surtout dans le Nombiel, avec une évolution en dents de scie. Frédéric Etienne Bassenga. Le ministre Abdoulaye Coulibaly ici suit attentivement Aubin Somda qui présente sa parcelle de démonstration des riz pluviales strictes. Ça se passe dans le village de Ouessa, une des communes rurales de la province du Ioba, et c'est dans le cadre de la suivi de la campagne agricole 2012-2013. Sur une superficie de 900 mètres carrés et sur un sol presque gravillonnaire, ce riz pluvial strict du nom de FKR 45N et qui produit 3 à 4 tonnes par hectare est au stade d'épiaison et présente un bon état phytosanitaire. On n'a pas arrosé, c'est l'eau de pluie. C'est ça, on appelle le riz pluvial strict.
on le cultive dans les mêmes conditions que le sorgho, que le maïs. Voilà. Un peu sinon, apparemment, je suis surpris, hein. Je suis agréablement surpris. Parce que le sol, il n'est plus dans le sol. Hein. Voilà, tout est parti. Au début, le conseiller riz est venu me demander. J'ai dit oui, vraiment que je ne peux pas. Dessus le caillou, que moi je ne peux pas semer de riz. Que je ne peux pas semer riz. Il m'a dit non, que de faire, que c'est du bon riz. Que ça va. Si le maïs peut s'aimer ici, le riz aussi peut s'aimer. Autre site, nous sommes cette fois dans le village de Kirimo, mais toujours dans la commune rurale de Ouessa. Ici, c'est le riz de Bafon que le ministre Kombari a visité. Sur une superficie de 5 hectares, ce groupement de 360 exploitants cultive la variété TS2 FKR19. Au regard de la situation des cultures qui sont au stade des piaisons et qui présentent un bon état phytosanitaire, ce groupement espère s'en sortir avec un bénéfice de plus de 14 millions de francs CFA. Mais le hic est que ces exploitants de ce bas-fond aménagé par l'État ont refusé de vendre leur riz à la SONAGES la campagne précédente. Maintenant, montrez-nous que toute votre détermination a de l'avant. Voilà. Si une organisation est bien organisée, je vois que vous avez pas de formation coopérative, ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire normalement quand vous produisez, vous devez pouvoir retrouver votre sol là au niveau de la coopérative. Et la coopérative c'est le marché. Il y a déjà un premier marché de l'État, c'est la SONAGES. Nous on vous dit de nous donner de 15% de votre production, 15%. Le reste maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette année on est prêt, même on a déjà commencé. S'il ne parle même plus de 15% là, nous on va dire alhamdoulilah. Le ministre Kombari ne s'est pas arrêté là. Il a également visité un bas-fond aménagé de 40 hectares à 10 PO dans la commune rurale de Loropéni. Sur ce site, exploité majoritairement par des femmes, c'est la variété FKR19 qui est cultivée. Là aussi, le riz est au stade des piaisons et l'état phytosanitaire est assez bon. Et sur ce site, comme d'ailleurs sur les autres sites visités, le ministre Kombari a prêché pour la SONAGES et encouragé la population à utiliser la matière organique. Dans l'ensemble, le ministre Kombari apprécie la campagne agricole dans cette région. Bon, je pense que d'une manière générale, déjà, il faut dire quand même que la finition de la campagne, ça va. Bon, surtout pour le riz et le maïs, dans cette zone-là. On sent que le sorgho, le mil a encore besoin donc, de l'eau. Mais c'est surtout de la matière organique. Je crois que les paysans aussi le comprennent. Mais tout n'est pas rose. Certaines zones de la région ont fortement été éprouvées par l'irrégularité et la mauvaise répartition des pluies dans la région. En dehors des tubercules où nous avons pratiquement 100%, les autres spéculations ont connu des difficultés inhérentes au début de la campagne, les caprices pluviométriques, et surtout dans la partie sud de la région. Et sud, c'est-à-dire le Poni et le Numbiel qui ont connu vraiment des difficultés de juin à juillet et pratiquement dans la première décade du mois d'août. Mais l'espoir est permis quant à la couverture des besoins céréaliers des populations si les pluies se prolongent jusqu'en octobre. Une exploitation de moringa pour pouvoir se prendre en charge à l'avenir. 2 associations de la ville de Sia se lancent dans une telle entreprise. Elles ont planté le 9 septembre dernier 9000 arbres de cette espèce à l'INERA de Farakoba. Des plants donc qui ont été mis à leur disposition par le gouvernement dans le cadre de son programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Wigia Rokia Sanou. Le moringa, que ce soit en djoula ou en moré et certainement dans bien d'autres langues, cette plante est désignée par le nom de l'arbre du paradis en référence sans doute à ses multiples avantages. Ici, dans les locaux de l'INERA, ce sont 9000 pieds de cette espèce qui ont été mis en terre sur une superficie de 3 hectares. Une exploitation laissée à la charge d'une association de femmes et d'une association de jeunes en raison d'1,5 hectare pour chacune. C'est une action du gouvernement qui vise à réduire le chômage des jeunes. Vous savez par exemple que le moringa en termes alimentaires est aussi riche que la plupart des légumes que nous consommons. Il y a également dans le moringa des substances qui peuvent améliorer les conditions de santé des populations. En plus de ça, il y a d'autres substances qu'on peut utiliser à d'autres fins. Au regard des nombreuses vertus, les graines et les feuilles de moringa sont très sollicitées sur le marché. De quoi motiver les bénéficiaires à bien prendre soin de leur plantation. Notre rôle, c'est de planter, bien sûr, d'entretenir, de récolter et de
vendre à une autre entreprise qui sera chargée de transformer. À travers notre récolte, nous allons donner une partie à un orphelinat où les enfants sont la plupart du temps malnutris. Au dire des spécialistes, cette exploitation de moringa pourrait générer des revenus substantiels dans 1 an. D'ici là, les nouveaux exploitants entendent travailler sans relâche afin que les efforts du gouvernement ne restent pas vains. L'approche de recherche intégrée pour le développement est un concept que vulgarise la CORAF WECAD, c'est-à-dire le Conseil et le Centre ouest africain pour la recherche et le développement agricole. Des chercheurs et producteurs de 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à cette école pour s'approprier de nouveaux outils d'intégration de la recherche aux besoins du développement. Estelle Judith Assorba. Une nouvelle trouvaille dans le secteur agricole, l'approche de recherche intégrée pour le développement. Testé il y a une dizaine d'années, cet outil revêt un grand intérêt pour les chercheurs, les acteurs du monde rural et même pour les consommateurs. Cette approche qui fait l'objet de l'atelier aujourd'hui est une approche qui vise justement à améliorer, si vous voulez, l'adoption des résultats pour le développement de nos pays. Si vous prenez le cas par exemple de l'agriculture, les chercheurs ont développé beaucoup de nouvelles variétés, ont développé beaucoup de techniques de culture, mais quand vous allez dans les campagnes, vous constatez que la majorité des producteurs agricoles n'utilisent pas ces techniques-là. Et c'est pour ça que l'approche a été développée, pour permettre que ces résultats soient adoptés davantage pour accroître la production agricole dans notre pays. Cette nouvelle approche de recherche s'étend aussi au secteur de l'élevage et de l'environnement. L'atelier de Ouagadougou a pour objectif d'informer, de sensibiliser, de renforcer les capacités des décideurs, des directeurs et responsables des institutions de recherche agricole des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avions une approche conventionnelle qu'on appelait de haut en bas, où le chercheur cherche, il passe au vulgarisateur qui vient au producteur, et puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand vous prenez ce maillot, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes qui se posent à l'adoption qui ne sont pas liés aux producteurs, qui ne sont pas liés aux vulgarisateurs, qui ne sont pas liés aux chercheurs, qui sont d'ordre de politique économique des pays. Si le producteur ne peut pas accéder à la technologie du fait du coût et du fait qu'il n'y a pas de système de crédit adapté, ça pose un problème. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut impliquer les décideurs qui vont peut-être jouer sur les subventions ou jouer sur les financiers, les banquiers, qui vont accepter et donner des crédits. Ça veut dire donc que les acteurs deviennent plus larges qu'uniquement que les chercheurs, les vulgarisateurs et puis les producteurs. Au terme de ces 2 jours d'échange et de partage d'expériences, les participants devront être en mesure de mieux comprendre les principes, les concepts de base, les objectifs sur les systèmes d'innovation et du modèle de recherche intégré pour le développement. Après avoir posé la première pierre en mai dernier, c'est maintenant l'inauguration des réalisations qui est célébrée. 10 latrines au profit de Kirbina, localité native de Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ces latrines sont construites aussi bien dans les lieux publics que dans les ménages. Anhadi Sandamba. Avec cette latrine, les habitants de toutes les concessions voisines n'auront plus à se camoufler dans les buissons pour faire leurs besoins naturels. Comme eux, les fidèles musulmans du quartier Kirbina, ainsi que les enseignants de cette école primaire, n'auront plus à se soulager dans des conditions désagréables. Et ces réalisations sont une réponse à l'appel du président du Faso à tout membre du gouvernement de construire au moins 10 latrines dans sa localité d'origine avec ses propres moyens. Ça fait quelques mois qu'on avait lancé l'opération au niveau du village de Kirbina et ces choses faites. Aujourd'hui, nous avons inauguré les 10 latrines qui ont été réalisées. Et au regard de l'engagement des populations, de la satisfaction des populations, je voudrais m'engager aujourd'hui encore pour une dizaine de latrines supplémentaires au niveau du village, mais aussi pour une dizaine de latrines au niveau d'un autre secteur de la commune de Banfora. Un cadre de vie sain propice au développement offert par un leader de la localité, les bénéficiaires ne peuvent que s'en réjouir. Je suis le plus heureux, je suis comblé par ce geste du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et j'invite les autres filles et fils de cette région, de cette province, de cette ville, de venir, de suivre l'exemple
du ministre. Et je ne m'exclus pas. Moi aussi, je vais suivre son exemple. Je suis comblé d'avoir cette latrine-là parce que ça va résoudre le problème des gens. Dans cette école, il y a 9 femmes pour 2 hommes. Je crois que cette latrine-là sera réservée soit aux dames, soit aux femmes. En rappel, c'est en mai dernier que le ministre de la Communication a procédé à la pose de la première pierre de ces latrines. Et pendant que les maçons s'attelaient à rendre l'ouvrage à temps, Alain-Edouard Traoré rencontrait les populations pour leur parler du bien fondé de l'assainissement. Certains ont dû faire 50 km à pied pour rallier Kaya pour ne pas manquer l'événement. Les 50 ans de l'implantation du mouvement des cœurs vaillants et âmes vaillantes, le mouvement d'action catholique des enfants. Ce samedi de jubilé d'or CVAV a donné lieu à de grandes retrouvailles, de souvenirs et de partage, mais aussi de prières et d'actions de grâce. Une grande célébration eucharistique a réuni du beau monde à la paroisse cathédrale Notre-Dame de Kaya, où les enfants étaient à l'honneur. La cathédrale Notre-Dame de Kaya, tout en l'honneur des enfants CVAV, cœurs vaillants, âmes vaillantes. Ils sont plusieurs centaines venus des différentes paroisses célébrer le jubilé d'or du mouvement CVAV dans le diocèse de Kaya. Et si pour les chrétiens, chanter c'est prier 2 fois, les CVAV ont fait mieux à cette célébration eucharistique jubilaire. Ils ont chanté et aussi dansé pour rendre grâce à Dieu. Représente une bonne chose pour moi. J'apprends des chansons et des danses. J'apprends tout ce que je veux. J'apprends à prier, plus à prier même. On apprend à prier notre Père qui est aux cieux, à Sainte Marie. J'appelle tous les enfants de venir au CVAV parce qu'au CVAV, quand tu es là-bas, tu peux réussir. 50 ans de foi, de persévérance et d'abnégation à la suite de Jésus-Christ fêté, une commémoration marquée par l'accueil de 50 nouveaux CVAV. Ils reçoivent ces fouloirs en signe d'appartenance au mouvement. Des certificats de reconnaissance ont également été décernés à certains aînés et accompagnateurs. Je rends grâce à Dieu que le mouvement ait vécu et se soit renforcé. C'est vous dire tous les souvenirs que me rappelle la présence de ces milliers de cœurs vaillants, âmes vaillantes. Au-delà du caractère festif, cette célébration a surtout permis à la communauté chrétienne de rappeler aux enfants CVAV toute l'importance que l'Église accorde au mouvement. Un mouvement chrétien dans lequel les enfants âgés de 5 à 15 ans viennent apprendre à connaître Jésus. C'est un cadre qui permet à l'enfant de s'exprimer avec ses camarades et avec les moyens de l'apostolat qui est là. Voilà, donc je crois que le mouvement permet à l'enfant de s'épanouir et d'être au milieu de ses frères comme un témoin du Christ. 50 ans après, beaucoup de défis restent encore à élever par les mouvements. Mais vu le nombre de ces CVAV et la ferveur de leur engagement, les devanciers et les diocèses de Kaya peuvent s'enorgueillir de ce que le flambeau CVAV, allumé en 1962, brûle toujours et soit vivement entretenu.